responsables fiscaux et réglementaires pour une économie écologique. Là, je crois, si j'ai bien compris, que nous allons mettre les mains dans le cambouis et dans la boîte à outils, dans la mécanique qu'il serait nécessaire de déployer pour mettre en œuvre tout ce dont on a parlé dans les 2 premières plénières. Donc, pour ça, j'invite Dorothée Broez, qui est l'organisatrice de tout ça et qui est en même temps l'animatrice de cette table ronde. Voilà, et j'invite à la rejoindre Flore Berlingen, plaidoyer écologique et commun. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom, je ne suis pas sûr. Sylvie Gillet, directrice du développement et de la biodiversité chez Oré. Louis Dupuis, économiste spécialiste des questions de soutenabilité, qui sera peut-être alors en Zoom, c'est ça? Oui, il est en Zoom. D'accord. Okay. Ainsi que Vincent Auriac, directeur d'Axilia. Voilà, et tout de suite, donc, Dorothée, je te passe la parole pour la coordination de tout ça. Et tu as une heure, pas plus que les autres, même si tu es la chef, pour essayer de caler ton propos. Voilà, nous poursuivons avec cette 3e table ronde et 2 personnes à distance parce que Sylvie a attrapé le Covid, donc ne peut pas être avec nous. Et Louis est un peu plus loin et est à distance. Donc, vous voyez, ils sont avec nous. Bonjour Sylvie, bonjour Louis. Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Oui, moi je vous entends très bien aussi. Bonjour. Ah, formidable. Merci d'être avec nous malgré ton état un peu fébrile, j'imagine. Et quant à Louis, est-ce qu'on peut t'entendre? Louis, est-ce que tu nous entends bien? Moi, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez dans la salle? Alors, j'espère qu'on vous verra en grand quand vous prendrez la parole parce que vous êtes excellent aussi en grand. Alors, écoutez, on a entendu des choses bigrement fortes et je retiens un mot qu'a prononcé Olivier Passé, c'est architecture. Nous sommes en train de découvrir, enfin on le sent bien, mais de manière très tangible ce matin, que les défis qui sont les nôtres sont des défis de cohérence entre des nouvelles représentations. Le monde a changé. Nous sommes dans l'Anthropocène. Il y a des limites planétaires. Elles sont incontournables. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour changer la trajectoire. Nouveau constat, nous sommes dans ce monde-là. Et donc, nous devons reconfigurer toute notre économie, tous nos rouages, pour pouvoir, je prends exprès le mot rouage en référence aux étudiants d'HEC qui ont demandé quel rouage voulons-nous être nous-mêmes et dans l'économie. Et donc, nous avons de nouveaux rouages à installer. Et cette table ronde, et je vous remercie de tous les 4 d'être avec nous pour y participer, cette table ronde adresse la question très concrète des leviers, les leviers comptables, juridiques, fiscaux, réglementaires, pour une économie écologique, cet oxymore dont a parlé Pierre Calame, bien sûr, mais charge à nous que ce ne soit plus un oxymore. Justement, en prenant au sérieux les outils qui vont avec les représentations de ces différentes dimensions. Alors, pour introduire très vite ces défis qui sont avec nous, devant nous, je rappellerai que la comptabilité, qui est un sujet que nous portons ardemment, si je puis dire, à Tech for Life, après le tribunal pour les générations futures que nous avons organisé il y a 3 ans au barreau de Paris en accusant Jacques Richard de grief de remise en cause d'un certain nombre de choses qui ont été évoquées ce matin, après la mise en place de l'Alliance Compta-Régénération qui est née de cet événement, avec une douzaine d'acteurs privés, mais aussi des acteurs académiques, mais aussi les pouvoirs publics, mais aussi les générations futures. Les acteurs du chiffre sont dans cette dynamique, les acteurs financiers,
les acteurs industriels. Eh bien, nous avons produit, il y a un an, la cartographie des acteurs enjeux et controverses sur ce défi de changement comptable. Et pourquoi je me cale sur cette question de comptabilité, c'est que la comptabilité est juste notre fabrique de valeurs collectives. 4 fonctions dans la comptabilité. Ça n'est pas seulement compter, faire le calcul, la comptabilité. C'est assumer des représentations. Que prendre en compte? Alors, moi, je vais faire un peu comme tout flic. Je vais vous demander de nous dire, alors je vais les citer, les 4 dimensions, mais vous allez répondre à l'une ou l'autre de ces questions. 4 fonctions, donc que prendre en compte? Ah oui, voilà, il y a des choses nouvelles à prendre en compte. De quoi être comptable? On entend la notion de responsabilité, ce mot n'a pas été encore lâché. À qui rendre compte et de quoi? On sait que la comptabilité, elle est faite pour le fisc et puis je dirais vérifier la solvabilité des entreprises. Il va falloir maintenant qu'on vérifie la viabilité des entreprises. Et 3e dimension, que compter et comment? Ça, c'est beaucoup plus technique. La compta n'est pas affaire technique, elle est affaire politique. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire je vais prendre 2-3 contributions sur que prendre en compte? Que prendre en compte de nouveau aujourd'hui dans la comptabilité? Et à qui rendre compte? Particulièrement sur ces 2 questions, est-ce que certains veulent essayer de dire ce qui leur vient en tête très spontanément sur ces 2 points-là? Que prendre en compte? L'entreprise fait ses comptes, qu'est-ce qu'elle doit vérifier? C'est quoi ces rétroviseurs pour pouvoir assurer la suite des événements? Non? Oui? Benjamin? Les bornes de donuts, donc les limites planétaires, Voilà, limites planétaires, les bornes du donut, vous savez, c'est les 9 limites planétaires qui sont en plus, auxquelles on ajoute le plancher social des 11, dont 12 éléments de besoins humains, en fait. Merci. D'autres idées de choses qu'on doit prendre en compte? C'est massif, ce qui a été dit. Oui, bonjour, je m'appelle Pascal, je viens du monde des grandes entreprises, du BTP. Pour moi, il y a une question d'échelle de temps. Ces entreprises, ces business, c'est des business qui sont infinis, puisqu'on n'arrête pas l'entreprise, et qui s'appuient aussi sur des ressources qui sont dans des échelles de temps infinies. Par contre, les marqueurs qu'on met en place, donc les indicateurs de performance, ils sont trimestriels, ils sont annuels, et ils sont à date finie. Et on calque quelque chose qui est arbitraire, à des dates finies, sur quelque chose qui est infini. C'est là que je vois un très grand décalage, en fait. Merci. Très, très important. 3e. On va en prendre 4. L'ensemble de la filière et pas ce qui est délimité par le périmètre juridique de l'entreprise, ce qui a de moins en moins de sens. Voilà, tout à fait. Donc, on pense ce qu'on appelle techniquement le scope 3, tous les impacts induits. Jacques Miry, je voulais me poser la question moi, de l'unité de compte, justement, et la logique monétaire qui va avec le système comptable aussi. Oui, merci. Ah, oui. Quand on dit que prendre en compte, c'est que prendre en compte dans un système fini. Et par exemple, si la nature a des droits, je vais prendre en compte une provision. Si la nature est un capital, je vais la prendre en compte comme un capital. Donc, quand on dit que prendre en compte, je pense que ça dépend de dans quel cadre on se positionne aussi. Ah oui, quels capitaux on va considérer véritablement. Alors, il y a plein d'autres contributions, on va les prendre peut-être, gardez-les en tête pour la suite des événements. Je salue nos 2 invités qui sont là en chair et en os, je ne vous ai pas bien accueilli. Flore Berlingen, qui est ancienne directrice de Zero Waste France et qui va publier prochainement Permis de nuire sous le règne du principe pollueur-payeur. Formidable. C'est juste la personne
qui va pouvoir nous aider à regarder comment est-ce que il faut se méfier de certains écueils du principe transactionnel qui donne l'impression qu'on est quitte. Et donc, elle nous invitera à la vigilance vis-à-vis des fausses bonnes solutions, comme celle de la responsabilité élargie des producteurs, la REP par exemple. On pourrait se dire, bah oui, très bien, les plastiques, bah oui, je paye pour le recyclage de mon plastique. Bah oui, mais sauf que ce n'est pas ça qui va faire baisser la production de plastique. Donc, encore une fois, un problème. Et puis, nous avons avec nous Vincent Auriac. Vincent, vous êtes directeur d'Axilia, Axilia qui a montré la semaine dernière avec l'indice Vérité 40 qu'il y a pas mal d'entreprises qui ne peuvent pas tenir dans le CAC 40. C'est-à-dire que quand elles payent leur facture carbone, exit. Voilà. Donc, vous voyez, les privés peuvent aussi, entre eux, se challenger. Ce n'est pas inintéressant. Alors, écoutez, on va commencer avec vous, Flore, et peut-être juste, voilà, dans le premier tour de table, on a prévu plutôt de passer après à Louis, et puis après à Sylvie, et puis de terminer par Vincent. Peut-être nous dire qu'est-ce qui a motivé votre livre et ce que vous avez à nous dire sur cette mise en cause de ce principe pollueur-payeur, puisqu'on est au cœur du sujet. Oui. Alors, c'est un petit pas de côté par rapport au sujet de la comptabilité écologique, mais en introduction, c'est peut-être intéressant. Moi, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le secteur des déchets, dans une ONG qui est pour la réduction des déchets et du gaspillage. Et ce qui m'a amené à côtoyer quotidiennement ce mécanisme de la REP, de la responsabilité élargie des producteurs. C'est ce qui organise un peu nos filières de gestion des déchets en France et c'est ce qui les finance surtout, puisque depuis 1992, avec la mise en place de la REP sur les emballages, les producteurs d'emballages ou de plein d'autres objets qui sont mis sur le marché, les vêtements, l'immobilier, l'électronique, etc. Ces producteurs, enfin c'est plutôt ces metteurs sur le marché, payent une éco-contribution qui vient financer la prise en charge en fin de vie de l'emballage ou de l'objet. Et voilà, au cours de cette dizaine d'années à travailler dans ce domaine et à voir comment se concrétiser cette REP, j'ai observé sans arrêt des écueils de ce principe, du principe de la REP qui découle du principe pollueur-payeur. Et ça m'a amené à le remettre en question. Au départ, comme tout le monde, j'ai envie de dire, pour moi, c'était une évidence, le principe pollueur-payeur. Ou plutôt l'inverse me semblait inenvisageable, que des pollueurs ne soient pas mis en responsabilité et donc payeurs. Mais finalement, voilà, j'ai pu le constater au travers de l'exemple des déchets, le principe peut avoir un certain nombre d'effets pervers et je ne crois pas qu'il soit raisonnable d'espérer qu'on puisse le corriger, en fait, en l'appliquant mieux, en comptant mieux, etc. Et c'est pour ça que je me suis lancée un peu dans cette enquête. Enfin, je voulais creuser un petit peu plus et sortir du secteur des déchets pour aller voir les autres expressions du principe pollueur-payeur. Et c'est ce qui m'a amené à faire cette enquête et à publier ce petit livre dans quelques mois. Peut-être j'ai encore 1 ou 2 minutes pour illustrer peut-être par des exemples un peu plus concrets ces écueils. Le principe pollueur dans le secteur des déchets, voilà, le premier constat, c'est que ça ne fonctionne pas pour réduire la quantité de déchets produits. Parce qu'on parle souvent de nos performances de recyclage, on dit que ça progresse, alors certes, on n'est pas les meilleurs élèves, mais ça progresse quand même, et donc on pourrait s'en réjouir. Moi, je dis non, parce que, en fait, si on regarde sur la question des emballages, par exemple, parce que c'est la première filière qui a été mise en place, et les emballages, entre le début de la filière en 92 et ils ont augmenté de 20% en quantité. Alors certes, on les recycle mieux aujourd'hui, pas encore très bien, mais c'est encore une autre question. Mais la quantité en valeur absolue, elle a continué à progresser plus vite que la population qui, dans l'intervalle, n'a augmenté que de 15%. Donc, voilà, pour moi, c'est un échec très important de ce principe-là, de ce mécanisme-là dans le secteur des déchets, c'est qu'on n'a pas traité le problème à la source. Voilà. Et
sur le principe pollueur-payeur d'une manière plus générale, qui recouvre aussi la compensation carbone, la compensation écologique, les marchés carbone, etc. Voilà, il y a deux piliers à ce principe pollueur-payeur, un pilier économique, ses origines, voilà, c'est Pigou, voilà, c'est ça, on est en plein dedans, la prise en compte des externalités négatives, qui peut se traduire par de la fiscalité ou qui peut se traduire par des marchés carbone, etc. Ça, ce sont les origines économiques, l'idée de remettre les coûts cachés, de les rendre non seulement visibles, mais d'obliger les entreprises à les prendre en compte. Et puis, il y a le pilier juridique qui est venu un petit peu plus tard, compléter ça par l'élargissement de la notion de responsabilité des pollueurs ou des producteurs, des metteurs sur le marché. Et pour moi, il y a des biais intrinsèques à ces deux piliers qui font que le principe pollueur, même s'il était mieux appliqué, même si on comptabilisait mieux, même si on contrôlait mieux son application, eh bien, il nous permettrait, à mon sens, pas de répondre aux crises environnementales auxquelles on fait face. Je peux m'arrêter là pour l'instant si je ne veux pas déborder trop du premier tour de parole ou pas. Je peux continuer. Sinon. On va revenir vers vous progressivement avec notre démarche un peu en cercle, comme cela. Merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre comme ça on va avoir un tissage sur des champs différents, mais on voit bien que là, on est sur des questions de construction de la responsabilité qui sont liées à Pigou. Et peut-être que vous n'avez pas tout à fait terminé, j'ai l'impression, et qui sont liées à Pigou. Et quand même, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Parce que si le principe ne marche pas, comment est-ce qu'on arrive à responsabiliser sur la question de ne pas avoir d'externalité, en fait. C'est ça le point. Oui, et en fait, le mot construire m'a fait penser au mot-clé que vous avez évoqué au tout début là, de votre introduction, le mot architecture. Et voilà, pour moi, le principe pollueur-payeur ne construit pas la bonne architecture pour vraiment bien réorienter les comportements des acteurs. Alors, les biais intrinsèques dont je parlais, du point de vue économique, c'est la question de la mesure et plutôt le problème de l'incommensurabilité de certaines choses qui sont uniques, infinies, on l'a dit aussi, ou qui s'inscrivent dans une temporalité qui n'est pas celle de l'entreprise ou celle de la comptabilité. Donc, cette question de la mesure, ce n'est pas juste un problème technique qu'on peut en améliorer, en faisant avancer les projets de recherche nombreux en économie qui portent là-dessus. Voilà, pour moi, c'est pas juste un problème de technique parce qu'on va se heurter encore et toujours à cette question de l'incommensurabilité d'éléments, d'écosystèmes qui sont uniques et donc dont la valeur est donc infinie. Et donc, si on veut les inscrire dans un principe, dans un mécanisme transactionnel, eh ben, ça ne peut pas fonctionner. Je résume. Je vais très vite, hein, mais voilà, en gros, mon point de vue sur ce point-là. Et du point de vue juridique, le biais principal, finalement, eh ben, c'est cette volonté d'élargir la responsabilité. Son corollaire, c'est aussi un élargissement des pouvoirs. Enfin, comme on dit, à grande responsabilité, à grand pouvoir, grande responsabilité. Ben, l'inverse, c'est vrai aussi, en fait, à grande responsabilité, grand pouvoir. Et finalement, ce principe pollueur-payeur qui s'est déployé dans un champ toujours plus vaste de l'action environnementale, eh ben, il est allé de pair avec aussi un élargissement de l'influence et du pouvoir des principaux responsables des atteintes à l'environnement aujourd'hui. Alors, je vais me déplacer pour saluer maintenant Louis Dupuis, parce que sinon, ça va être difficile, je vais attraper le torticolis. Louis, je vais donc vous présenter. Louis est économiste à l'APESA, qui est un organe pour la transition qui est basé dans le sud-ouest, centre technologique pour les transitions. Et Louis a publié, enfin c'est l'APESA qui a publié en réponse à une demande
de l'association Record, qui est un collectif d'acteurs publics et privés, un rapport sur les comptabilités dans lequel son expertise comparative sur les nouveaux modèles comptables est extrêmement bienvenue. Il va nous parler de l'architecture réglementaire européenne avec le Green Deal et l'idée que cette architecture reflète nos intentions et donc que nous soyons clairs sur nous ne produisons que ce que nous voulons bien être ou faire. Et ces intentions sont basées sur l'idée que le marché peut assortir l'offre et la demande et que le problème, c'est que les chaînes de valeur ne permettent pas pour lui la régénération des actifs vitaux. Alors, Louis, j'en reste là. Je crois que vous avez pas mal de choses à nous dire. Vous avez la parole sur grand écran. Merci, bonjour à toutes et à tous et désolé de ne pas être parmi vous. J'ai dû rester dans le sud-ouest pour des raisons de santé. Alors effectivement, comme Dorothée vient de le dire, pour comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la comptabilité, il faut mettre en parallèle à la fois une émergence un peu endogène, notamment en France, où il y a tout un tas de porteurs de méthodes qui ont réfléchi depuis maintenant une vingtaine d'années à ces questions-là, avec des émergences qui se sont faites successivement à la fin des années 2000, puis après au début des années 2010, et autour de 2015-2016. Et de l'autre côté, l'évolution de l'architecture réglementaire européenne. Et il est certain qu'il y a eu en fait un peu une divergence d'ambition entre ces deux pôles, je dirais. D'abord parce que l'architecture européenne qui est articulée autour de 3 éléments. Le premier, c'est le Green Deal, qui est une démarche d'investissement massif dans des véhicules qui sont considérés comme essentiels à la transition, notamment dans le domaine énergétique. La taxonomie, qui est considérée comme une liste d'éléments vers lesquels les investissements financiers doivent être orientés pour cette même transition, encore une fois d'abord énergétique et ensuite écologique au sens un peu plus large. Et finalement, ce qui va rentrer en application début 2024, la CSRD, donc la directive sur le rapportage des entreprises, qui vient prendre le relais de la directive de 2014 et qui consiste à élargir véritablement le champ de déclaration des entreprises avec un ensemble d'indicateurs qui seront maintenant déjà communs aux acteurs, au lieu d'avoir seulement une démarche commune, et qui vont toucher un plus grand nombre d'entreprises et un plus grand nombre d'objets environnementaux et sociaux. Ce qui est intéressant avec l'architecture européenne, avant de revenir sur les méthodes de comptabilité, c'est cet effort très descendant finalement qui a été impulsé par l'Europe et avec le soutien plein et entier de la France, puisque la France est assez en pointe sur ces sujets, pour, je dirais, réorienter l'énorme paquebot qui est l'économie européenne, avec en ligne de mire cet objectif de moins 55% d'émissions de CO2 en 2030. Cet effort, il rejoint, pour coller un peu au thème de Pigou, il rejoint véritablement cette idée d'internalisation des externalités. Il y a un constat partagé d'effets induits par l'activité économique et avec ça, une volonté d'internaliser ces effets pour que les entreprises, de par les mécanismes économiques qui leur sont propres, traitent ces effets au sein des acteurs et plus par des filières comme celles qui viennent d'être abordées au sein de l'économie européenne. L'intérêt, je dirais, de cette approche, c'est de travailler à la mise en place d'un terrain de jeu, le fameux playing field, à l'échelle de l'Union européenne, et ça rentre bien dans la logique d'organisation du marché unique, marché commun, qui est celle de l'Europe. Le problème de cette approche, en revanche, et c'est là qu'on arrive aux questions des modèles de comptabilité, c'est qu'on a une vision assez claire d'éléments d'insoutenabilité qu'il faut que les entreprises traitent. On n'a pas une vision très très claire de ce qui paraît souhaitable de développer des modèles économiques vers lesquels il est souhaitable d'aller pour construire une économie résiliente, en transition, de développement durable, appelons-la comme vous voulez. Et c'est là que les efforts et les différentes méthodes de comptabilité sont intéressantes à regarder, puisque aujourd'hui, on a plusieurs logiques qui sous-tendent à ces approches de comptabilité qui sont développées. Et ces logiques, elles obéissent justement à différentes visions du monde. Pour les passer en revue assez rapidement, on a des méthodes comme Hades Logic,
qui sont finalement assez proches de ces logiques de comptabilité d'externalité, puisqu'on essaie d'identifier thématique à thématique ce qui ne va pas, donc l'eau, les déchets, l'énergie, le carbone, les écosystèmes, etc., etc., dans les problématiques sociales, l'absentéisme, les inégalités hommes-femmes, etc., etc. Et on détermine un coût, alors caché, qui deviendrait donc visible, qui serait ensuite intégré tout simplement au compte d'achat, au compte de charge de l'entreprise. Après, on a des méthodes donc, comme la méthode LIFT, qui est une méthode qui est plutôt axée sur les limites planétaires, qui ont été abordées en introduction, et qui vise véritablement à déterminer si l'entreprise est ou pas dans un espace de viabilité compris entre les limites planétaires et les fondations sociales. Donc, on est dans une vision d'une entreprise qui doit se conformer à un cadre conceptuel assez large et qui devrait évoluer, un peu comme un serpent dans le tunnel, entre ces deux cadres de contraintes. Et finalement, donc, deux autres méthodes. La méthode SEMA, que je trouve intéressante parce qu'elle vise à consacrer dans la comptabilité les approches produits, marketing, qui sont souvent mises en avant par les entreprises, et donc essayer de réconcilier l'organisation opérationnelle de l'acteur avec sa comptabilité et éviter cette dissociation qu'on observe souvent dans les entreprises entre les fonctions financières et stratégiques d'un côté et les fonctions opérationnelles et organisationnelles de l'autre. Le dernier modèle dont vous avez très certainement entendu parler, c'est le modèle CARE, qui, lui, est construit autour d'une réorganisation du bilan avant le compte de résultat, et notamment autour de cette consécration d'une dette écologique dans les passifs de l'entreprise qui se matérialise du fait de l'utilisation de ressources territorialisées identifiées par l'entreprise, qu'elles soient environnementales et sociales. Donc, toutes ces méthodes ont en commun de fonder véritablement un constat d'insoutenabilité pour les acteurs économiques. C'est très, très important parce qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup mises en avant justement comme une réponse à ces nouveaux modèles d'affaires, mais de par leur développement et de par leur vocation même, elles ont plutôt vocation à tracer des lignes rouges, de dire attention, là, vous utilisez des ressources de façon insoutenable, attention, vous sortez des limites planétaires. Attention, vous avez une logique de développement produit qui n'est pas compatible avec un niveau d'impact environnemental donné. Et elle ne donne malheureusement pas nécessairement toutes les indications qu'on pourrait attendre sur ce qui est intéressant, possible, soutenable, positif dans l'action de l'entreprise. On est plutôt dans une logique d'éliminer tout ce qui ne va pas, plutôt qu'être dans une logique d'encourager ce qui va bien. Et c'est là, effectivement, que je trouve important de développer un petit peu au-delà de la comptabilité. La comptabilité, c'est donc une vision, et c'est une vision qui, aujourd'hui, est subjective par rapport aux enjeux qui nous concernent. On a décidé qu'il y avait un enjeu qu'on a matérialisé comme étant un enjeu carbone, et on l'a matérialisé au travers de la réduction des GES et des équivalents GES mis dans l'atmosphère. On a créé des cadres de budget répartis à l'échelle planétaire, puis nationale, puis à l'échelle des entreprises. Donc, on est dans ce mode de résolution de cet enjeu-là. Et la comptabilité, qu'elle soit réglementaire au sein de l'architecture européenne et par effet de capillarité dans les méthodes comptables, suit cette logique d'investir, d'abattre des tonnes de CO2 au travers d'investissements. Ce qui est plus prometteur, mais malheureusement encore embryonnaire dans les méthodes de comptabilité, c'est pour moi l'identification d'actifs qui sont justement les enjeux qu'on souhaite voir émerger et régénérer dans les territoires. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que face à cet outil, donc la comptabilité, on voit, selon les acteurs qui s'en emparent, des logiques assez différentes. Pour les gros acteurs qui sont soumis à la réglementation européenne, qui sont en première ligne, on voit véritablement cette logique d'incorporation des externalités et de mobilisation de la comptabilité dans des logiques de rapportage à destination des acteurs financiers qui priment véritablement, et une logique de comparaison par engrenage avec les pairs dans l'idée de ne pas perdre en compétitivité et en concurrence. Donc, on est dans une vision assez technocratique de résorption de l'impact, de réduction de l'insoutenabilité. À l'échelle territoriale, à l'échelle d'acteurs de taille plus réduite, et notamment une dynamique qui se fait aujourd'hui autour de l'ESS, on voit des gens qui essayent d'utiliser ces méthodes pour justement mettre en avant de nouveaux enjeux de création de valeur qui n'apparaissent pas dans la comptabilité telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Et là, l'outil a pour moi une véritable valeur ajoutée, devient véritablement un levier, dans la mesure où, en faisant un travail de matérialisation de cette valeur, on peut identifier des opportunités, on peut reformer des modèles d'affaires et on peut
véritablement mettre en avant des actions qui, d'aujourd'hui, n'ont pas leur place dans l'économie conventionnelle. Donc, en conclusion temporaire, je dirais que pour moi, la comptabilité peut aider à véritablement mettre en lumière des choses, mais c'est sujet à la vision de l'acteur qui va la déployer. Il ne faut pas penser à ça comme une réponse toute faite. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est la dissociation au sein du système économique qui commence à se faire et qui s'incarne dans la comptabilité entre des acteurs qui sont dans une logique de conformité réglementaire et des acteurs qui s'emparent de la comptabilité pour incarner de nouvelles valeurs et développer de nouvelles logiques économiques plus conformes avec la transition. Voilà, merci. Merci beaucoup, Louis. C'est très, très clair. On voit donc que vous terminez juste sur cette espèce de dichotomie, effectivement, entre les acteurs qui vont être soumis, enfin les grands groupes, en fait, soumis aux normes comptables, à ce système souvent en simple matérialité d'ailleurs, et puis une économie presque, on pourrait dire, parallèle. On pourrait parler de l'ESS, on pourrait parler de ce qui a été dit tout à l'heure sur l'économie contributive, qui va inventer bricoler en fait, des modèles pour rendre visibles des actifs vitaux, comme le dit Louis. Et donc, on va revenir dans ce sujet-là après donc, les interventions qui suivent. Je vais donner la parole maintenant à Sylvie Gillet. Sylvie Gillet va se placer d'une autre manière. Sylvie dirige la thématique biodiversité dans le réseau ORE, donc qui est constitué d'un certain nombre d'acteurs, pas seulement privés, mais aussi publics. ORE est partenaire de la FETAPIGO, d'ailleurs, merci. Et elle va s'occuper plutôt du sujet de ce qui se passe dans le champ de la soft law, notamment dans le cadre, dans l'espace des accords cadres sur la biodiversité biologique, Et vous savez, cette réunion de Kunming qui devait avoir lieu, qui maintenant est programmée à Montréal, donc la future COP15 pour la biodiversité, qui va avoir lieu en décembre prochain. Elle va nous parler des anciens objectifs d'Aichi. Je te laisse la parole, Sylvie. Merci d'être avec nous. J'espère que ce n'est pas trop difficile. Merci. En fait, je suis assez ravie d'avoir encore le Covid parce que ça montre que tout est lié, que santé humaine, santé des écosystèmes, santé animale. Et le Covid a vraiment matérialisé les pressions que l'on fait porter aux écosystèmes et nos modes de vie mondialisés. Donc, en fait, voilà, je me réjouis plutôt d'être rappelé à notre fragilité, à nos fragilités. Ceci dit, je vais essayer de vous apporter un éclairage à la fois de quelqu'un qui est dans le système et qui essaie de détourner l'avion en étant à l'intérieur de l'avion, en toute modestie, et qui est aussi praticienne de ce système. Je suis sociologue de formation, j'ai aussi fait du droit et je voudrais faire un détour par une approche sociologique que d'ailleurs Louis a très bien prise en compte. Et donc, avant toute chose, ORE, comme tu l'as expliqué, Dorothée, c'est un réseau multi-acteurs qui est ancien, qui a été créé en 1992 et qui réunit aussi bien des entreprises de toute taille, de tout secteur, que des collectivités locales, des associations, des bureaux d'études. Donc, le dialogue partie prenante est à l'intérieur des groupes de travail que nous coordonnons sur l'économie circulaire, la biodiversité et l'économie, et le reporting RSE. Et justement, c'est par le reporting RSE et ESG que beaucoup de choses bougent et foisonnent. Bon, je n'ai que 15 ans de recul sur la question du reporting ESG et RSE, parce qu'avant, je faisais autre chose, mais depuis que je me suis intéressée de près
à la capacité qu'ont les entreprises de répondre aux normes, aux standards au niveau national et européen, je vois bien ce que ça fait bouger en interne des organisations et aussi comment c'est filtré. J'ai souvent en tête l'ouvrage de Luc Boltanski et Eve Chiapello sur la critique artiste qui est absorbée par le capitalisme, le nouvel esprit du capitalisme, où c'est quand même un modèle économique qui a une capacité formidable, diront certains, d'autres non, à absorber les critiques, à les digérer. Et là, ce que je constate, c'est que la biodiversité, alors c'est un mot qui ne va pas de soi pour un certain nombre d'acteurs, mais à partir du moment où on se dit que la biodiversité, c'est la partie vivante de la nature, déjà on retrouve nos sujets de prédilection. La biodiversité fait l'objet de beaucoup de déclarations, de beaucoup de textes, de conventions. Tu as rappelé celle qui porte sur l'organisation de la prochaine COP par la Convention sur la diversité biologique. Et ces textes qui sont régulièrement affichés, moins que les COP fabriqués par l'UNFCCC. On parle moins de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, mais quand même, je voudrais attirer votre attention sur des mouvements que je constate au niveau de la préparation du prochain accord cadre mondial. Puisqu'il est question de comptabilité, j'ai eu envie de relire, à l'aune des questions que tu nous posais, Dorothée, les objectifs d'Aichi qui ont été qui étaient les objectifs qui allaient régir l'accord cadre mondial sur la biodiversité de 2010 à 2020. Là, on est en train de réfléchir à un accord cadre post-2020. Mais l'objectif 2 de la COP 10 en 2011, je me permets de lire ça parce que c'est quand même intéressant. On va comprendre pourquoi. Objectif 2, donc c'est un texte international qui ne s'impose pas directement aux parties, aux 196 États, mais qui doit être intégré dans les législations nationales par le biais des stratégies nationales. Donc là, objectif 2, je vous le lis, d'ici à 2020, au plus tard, les valeurs de la diversité biologique ont été intégrées dans les stratégies et les processus de planification nationaux et locaux de développement et de réduction de la pauvreté et incorporés dans les comptes nationaux selon que de besoin et dans les systèmes de notification. Donc, on peut se dire encore une déclaration vaine, mais je me rappelle que quand dire c'est faire, pour reprendre le titre du livre d'Austin sur les énoncés performatifs, il faut avoir des conditions qui permettent qu'une déclaration impose sa réalité. Et je trouve que ça fait suffisamment longtemps que des déclarations officielles intègrent les notions de capital culturel, d'autres comptabilités, d'intégration d'externalités qui ne peuvent plus être mises comme ça à distance. Et ce que je trouve absolument formidable, comme le disait tout à l'heure Louis, c'est que ces discours, ces travaux, ces recherches, c'est très foisonnant en ce moment sur la biodiversité. Il y a énormément d'académiques, d'économistes qui travaillent à penser comment les acteurs peuvent évaluer et construire des objectifs qui soient atteignables et où chaque secteur puisse prendre sa part. Et là, ce que je constate, c'est deux choses.
c'est que grâce à cette notion de level playing field, c'est-à-dire de permettre aux entreprises de ne pas être sanctionnées parce qu'elles sont mieux disantes que les autres, il y a une demande qui s'est exprimée par le biais de la coalition Business for Nature, qui est une coalition de réseaux internationaux, qui à l'ouverture de la réunion qui a eu lieu à Nairobi la semaine dernière pour préparer la dernière version du projet d'accord cadre mondial de la Convention sur la diversité biologique, eh bien, cette coalition a permis à un intervenant, directeur du département écologie et environnement d'un énorme groupe qui s'appelle DHI, qui porte sur l'eau, ce monsieur a dit: les grandes entreprises sont prêtes à soutenir la mise en œuvre du cadre, mais nous ne pouvons plus compter uniquement sur des actions volontaires. Il est temps d'obliger les entreprises à agir. Et à force de coups de butoir, parce que dans le brouillon du prochain accord cadre mondial, 2 cibles sont consacrées à la contribution des acteurs économiques. C'est la première fois que ça se passe. On a l'impression que ceux qui prônent le plus de cohérence, le plus d'ambition, ce sont les acteurs économiques, pour à la fois établir une règle du jeu partagée et aussi prendre au mot des déclarations qui vont leur permettre de transformer leur trajectoire. Et alors, on peut se dire, ça va être encore une déclaration qui ne nous mènera nulle part, qui n'ancrera pas le réel, mais là, il y a beaucoup plus d'acteurs qui ont intérêt à ce que la nature compte, à ce que le vivant compte, tout en sachant qu'on ne mesure pas le vivant comme on mesure le carbone. Mais on est vraiment là à un point de basculement et tous les observateurs le disent. Il y a des nouveaux standards qui s'imposent aux grandes entreprises et à celles qui d'ailleurs ont des effectifs moindres que les grandes entreprises. On a la nouvelle CSRD qui va demander beaucoup plus de choses en termes de reporting. On a la taxonomie. Alors, on sait que ça fait l'objet de tout un tas de négos pour savoir ce qui est vert, pas vert. On a la TNFD. Vous dites que là, je me repais de tout un tas d'acronymes. La TNFD, c'est une initiative internationale des financiers qui vont intégrer la biodiversité dans leurs critères d'investissement. Et pour finir, ce qu'on a fait pour le climat, qui permettait de calculer des trajectoires carbone validées par SBTi, Science Based Target Initiative, on est en train de faire la même chose avec la nature, Science Based Target Network for Nature. Donc, franchement, en 15 ans, moi, je n'ai pas vu autant d'initiatives, autant de prises de position qui vont forcément laisser des traces et vont obliger tous les acteurs à se positionner. Alors, sans doute qu'il va y avoir des oppositions, il va y avoir du lobbying anti, mais là, on est à un moment donné où on ne peut pas rester inerte. Voilà, c'était le message que je voulais vous délivrer. Formidable, merci Sylvie, on t'applaudit. Ah. Merci vraiment d'avoir pris le temps et l'énergie pour prise dans ta maladie. Donner encore cela, c'est très fort, je trouve. Et on entend l'importance de l'alignement des acteurs, dont nous parlera forcément Marie Eklund cet après-midi. On entend l'importance de passer à des règles du jeu qui vont permettre cet alignement et donc donner des chances aux plus vertueux
de se positionner. Et tu l'as indiqué à la fin, l'importance des financiers. Et donc, la transition est toute trouvée pour nous tourner vers Vincent Auriac avec son initiative qui est celle de l'indice Vérité 40. Merci Vincent de nous expliquer ce qu'il en est et de ce que ça peut provoquer dans l'espace de la finance particulièrement. Très bien. Merci Dorothée déjà de l'invitation et bravo pour le boulot parce que c'est toujours aidant d'organiser ce genre de conférences et je ne connais pas 90% des intervenants d'habitude, on connaît tout le monde. Donc ça, je trouve que c'est déjà une externalité positive. L'indice Vérité 40, c'est une histoire qui a commencé il y a 3 ans, en fait, et on a un cabinet de conseil financier, on travaille pour des associations, des fondations, et on place leur argent à la partie longue. Pour vous donner un ordre de grandeur, des fondations, ce sont elles qui sont constituées à partir d'une donation de départ, une dotation de départ. Le poids des actifs financiers des fondations françaises, c'est 33 milliards d'euros. Ce n'est pas négligeable. Voilà. Et donc, un de nos clients, il y a 3 ans, nous a dit je ne veux pas que mon argent soit investi dans les opérateurs d'EHPAD. Et je dis bien il y a 3 ans, pas il y a 5 mois. Et il y a 3 ans, donc le client m'a dit ça, j'ai trouvé ça génial, parce que souvent, le problème en France, c'est que les gens ne disent rien, n'expriment pas de préférence, d'attente, ce qu'on appelle extra-financière. Ils disent rien. Ils achètent ce que les banquiers leur fabriquent, même si ça ne correspond pas trop, et les banquiers sont plutôt très intelligents, très adroits pour leur expliquer que ça coche toutes les cases. Les banquiers fabriquent des notes avec des agences spécialisées, des notes qui sont faites à partir de questionnaires qui font 50, 60, 70 pages avec des centaines de questions. Et au final, ça se termine en critères qu'on appelle ESG, environnement, social, gouvernance. Et donc, on mélange tout ça. On mélange à la fois les handicapés, la place des femmes dans les COMEX, les tonnes de CO2, les tonnes de plastique et autres. Et ça fait une note, par exemple, 6,2 sur 10. Qu'est-ce que vous faites d'un 6,2 sur 10 ? Est-ce qu'un PDG peut gérer une boîte en disant « je vais passer de 6,2 à 6,4 » ? Moi, je pense que ce n'est pas possible, mais ça marche comme ça. Et toute la finance responsable est organisée comme ça. Il y a même des labels ISR qui valident tous ces process sur la base de cette notation qui est le cœur du réacteur. Le label ISR est un label d'État. Les financiers en sont très fiers puisqu'il y a une Marianne quelque part qui peut être apposée sur un produit. Vous imaginez quand même, c'est assez classe. Donc, ce client nous a dit on ne veut pas investir dans les opérateurs d'EHPAD. Je me suis dit c'est assez trapu comme question. Je vais aller voir les gérants puisque l'argent était placé chez des gérants. Nous, on n'est que on surveille un peu tout ce qui se fait. Et les gérants n'avaient rien vu, rien lu. Il y a 3 ans, il y avait déjà des rapports parlementaires, il y avait déjà des reportages à la télé, M6, envoyé spécial, etc., qui parlaient de tout ce qu'on sait. À titre personnel, on a tous des expériences. Et en 2019, il y avait déjà eu un bouquin qui expliquait tout ça, qui s'appelait « Maman, tu verras, je serai bien, tu seras bien ». Et donc là, on a découvert à travers Orpea, puisque les comptes sont sur Internet, qu'il y avait des anomalies. Le prix de restauration, je prendrai cet exemple-là, c'était 4,35 € par jour. Avec ça, c'est petit déjeuner, collation d'après-midi, repas du soir. Donc, en moyenne, 1 € par repas. Vous imaginez qu'1 €, on ne va pas très loin. Voilà. Donc, on s'est dit, il y a un problème de juste prix. Les entreprises ne payent pas le juste prix des choses. On a regardé, il y a plein de choses qu'on peut payer. Il y a une facture qu'on n'a pas trouvée dans la compta, c'est le carbone. On émet le carbone, mais on ne paye pas le prix du carbone. Et on s'est dit, on va faire une facture carbone pour valoriser ces émissions de CO2. On prend toutes les émissions de CO2. Le mot a été prononcé scope 1, scope 2, scope 3. Le scope 1 et 2, c'est que 20% des émissions, donc ça ne pouvait pas être que le scope 1 et 2. Et puis, on a multiplié ça par un prix d'expert. Il y a des économistes du climat qui travaillent sur le prix de la tonne de CO2, qui, à l'époque, en 2019, était plutôt autour de 100 € que de 20 €, qui était le prix de marché
du quota de CO2 en Europe. Et on a fait la multiplication de la quantité par le prix. On a une facture carbone. Et comme on est des financiers, cette facture carbone, on s'est dit, est-ce que l'entreprise peut la payer? On l'a rapproché du bénéfice d'exploitation. Ils ne peuvent pas payer, ils ont des notes négatives, entre guillemets. Donc, on a fait un Nutri-Score à la fin. DEF, les boîtes ne peuvent pas payer. ABC, elles ont plus de bénéfices qu'elles ont de facture carbone. Et là, on s'est aperçu qu'une société sur deux ne pouvait pas payer la facture. Et donc, une autre moitié pouvait le payer. On s'est dit au début, on n'avait aucun repère. On a dû se planter. Pourquoi une sur deux? C'est énorme. Et en fait, on a retrouvé les mêmes chiffres en Europe. Parce qu'en fait, la structure d'économie est à peu près la même. Il y a des cimentiers, il y a des spécialistes de l'agroalimentaire dans tous les pays. Et donc, quelque part, le constat est le même dans tous les pays. Voilà. Et donc, à partir de là, on a fait un indice, le Vérité 40. Donc, on est parti du CAC 40, que tout le monde connaît, qui est très médiatique. On est tous avec des figures de style. Il nous faut des espèces de thermomètres comme ça. Et donc, on a pris le CAC 40, on a appliqué la facture carbone. La moitié des sociétés disparaissent. On n'exclut personne. Les sociétés s'excluent par non-paiement, non-capacité de paiement de la facture. Donc, la moitié des sociétés sont sorties du CAC 40. On en fait remonter 20 qui sont plus petites. Et on a appelé ça le Vérité 40. Voilà. Et donc, on substitue à la norme qui est le kilo de muscle. Dans le CAC 40, c'est le kilo de muscle. Plus on a de capitalisation boursière, plus on peut rentrer dans l'élite boursière à le cholestérol, qui est le CO2 qui est en train de faire cramer la planète. Voilà, donc, on a remplacé le cholestérol par le kilo de muscle. Bravo pour cette initiative. Ça doit faire un peu un drôle d'effet dans ces sociétés à qui on annonce la couleur. En fait, on pourrait généraliser à faire payer des factures finalement jamais payées et au-delà de même du carbone. Donc, on voit bien qu'on est dans un processus où ces coûts cachés, dès lors qu'ils vont être révélés et puis où il va falloir assumer ces choses-là, en l'écoutant d'ailleurs, on ne sait pas trop bien comment, parce qu'il faut qu'en fait, comme l'a très bien dit Louis, ce soit orienté vers de la transformation. Il s'agit de faire en sorte que les modèles d'affaires puissent être réorganisés pour intégrer cette approche-là. Ça veut dire revoir ce qu'on vend, non plus peut-être des matières, mais des services, revoir voilà, la modalité même de ce qu'est l'entreprise. Et on a bien senti, et je sais que dans la salle, nombreux sont les personnes qui sont liées au bâtiment dont vous avez parlé. Et c'est des challenges juste considérables, mais c'est le passage obligé. Alors, pour terminer cette table ronde, et je sais que vous devez être un peu frustrés, mais je vais reprendre ceux qui voulaient s'exprimer et peut-être d'autres, maximum 3 à 4 questions ensemble, et puis on va laisser nos intervenants y répondre. Si Jean-François, oui. Alors vraiment vite. Oui, tout à fait. On a 3 minutes pour essayer de. Chloé, je voudrais savoir si on combine vos différentes interventions, est-ce que finalement, entre la facture à payer, la dette et l'objectivation de la pérennité des choses, est-ce qu'il ne faudrait pas objectiver les stranded assets, les boîtes qui ne peuvent plus vivre à échéance de 5, 10, 15, 50 ans, de façon à les forcer à se transformer? Et est-ce que la comptabilité sur cette objectivation de stranded assets n'a pas une utilité, soit par la facture, soit par le passif, que sais-je? Une question qui sera pour Louis, merci. Rémi, vous au fond de la salle, s'il vous plaît. Ma question est de savoir comment vous imaginez un lien possible aux donuts, en fait. J'ai entendu parler plusieurs fois de donuts ce matin, mais j'ai entendu aussi Kate Bowers dire qu'elle refuse que le donut soit utilisé par les entreprises parce que ce n'est pas la bonne échelle d'impact. En fait. Il s'en sert pour accompagner des villes et des territoires. Mais il y a une tension que je sens sur la question, la capacité de l'entreprise, mais sa capacité en particulier de s'insérer dans quelque chose de plus grand. C'est ça ma question. Comment vous mesurez la capacité de s'intégrer dans un territoire ou un périmètre systémique qu'aujourd'hui un peu elle ignore, me semble-t-il. Merci beaucoup. Et puis la dernière question. Pour avoir essayé d'utiliser le modèle du donut dans les entreprises,
j'ai buté moi-même sur des difficultés. Merci Nathalie. Il y a une question, plus une réflexion qui est un peu sous-jacente, mais que je n'entends pas clairement, c'est la question du rapport au temps. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit sur la comptabilité est basé quand même sur le construit social de reporting, de comptabilité qui sont basés sur une durée annuelle. Or, les écosystèmes ont des durées de vie soit plus courtes, soit plus longues. Est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier quelque chose d'important dans la manière dont on fait les comptes et le moment où on les arrête? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à repenser par rapport à ça pour inventer ou développer des modèles qui tiennent compte de l'espérance de vie, de la réalité temporelle des écosystèmes qu'on veut défendre par la comptabilité? Voilà, alors Louis, j'ai l'impression que ça charge un peu la barque, mais on vous laissera la parole. Je crois que Flore a aussi des éléments d'éclairage à nous donner en conclusion. Louis, en 3 minutes, même pas. Donc, ça fait très court, effectivement. Pour être rapide sur les stranded assets, si on parle un peu de stratégie, je pense qu'une bonne part de l'expérimentation qui est laissée aujourd'hui sur ces modèles, elle vise justement à créer un effet d'alerte pour des entreprises qui se retrouveraient confrontées à ces stranded assets. Très clairement, aujourd'hui, quand on met en place une méthode de comptabilité, on va, au-delà du réglementaire, arriver sur justement des problématiques d'actifs qui ne sont pas soutenables, soit que le coût de maintenance est trop élevé, soit qu'on n'a pas payé la facture, etc., etc. Donc, pour répondre très rapidement, je pense que ces méthodes de comptabilité vont justement permettre à toutes les entreprises, et ne vous inquiétez pas, toutes les plus grosses travaillent avec une ou l'autre des méthodes pour mettre en place, avant la réglementation, des outils de mesure de ce type-là, va leur permettre justement d'éviter de se retrouver avec des actifs piégés pour diverses raisons. Je veux juste prendre un tout petit temps sur la question du temps. Effectivement, c'est une des critiques qui est souvent adressée aux modèles, même les mieux intentionnés, que notamment sur la dimension des écosystèmes, il y a un problème d'adéquation entre l'horizon du bilan annuel et l'horizon de temps de l'écosystème. C'était déjà quelque chose qu'on avait eu avec la séquence ERC sur la problématique de la restauration réglementaire des espaces. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est bien pour ça que la comptabilité, c'est une production finale de tout un processus. Et ce qu'on veut, c'est bien que les entreprises, la TNFT insiste beaucoup là-dessus, mettent en place l'ensemble du processus de mesure, créent des coalitions de parties prenantes à l'échelle locale pour qu'il y ait un relais, un ensemble d'acteurs qui travaillent autour d'un écosystème et qu'après, chacun récupère la part légitime de son effort dans sa comptabilité. Mais ça fait partie des choses sur lesquelles il va effectivement falloir encore travailler dans les modèles. Merci. Est-ce que Sylvie, qui est à distance, Flore, vous voulez ajouter quelque chose, donner un regard, une réaction par rapport aux différents points soulevés? Alors, c'est pas... Alors, oui, c'est bon. C'est pas directement une réponse, mais oui, enfin, bon, voilà, la notion de temporalité, elle évoque surtout le temps que peuvent prendre la mise en place de tous ces systèmes assez complexes de notation et de comptabilité par rapport à, je vais enfoncer une porte ouverte, mais par rapport à l'urgence d'agir. Et donc, puisque quand même, on parlait de levier, enfin, l'intitulé de la table ronde parlait aussi d'autres types de leviers fiscaux, leviers réglementaires. Voilà, moi mon inquiétude, c'est que tous ces mécanismes-là ne nous permettent pas de nous mettre en mouvement suffisamment rapidement et qu'ils focalisent l'ensemble des efforts et des énergies au détriment d'autres leviers qui devraient être activés en parallèle, voire en priorité, sur le plan réglementaire notamment. Et d'autant plus que voilà, ces leviers comptables et fiscaux, pour moi, ils se situent dans une zone qui n'est pas celle du débat démocratique, qui est quand même plutôt celle
des enjeux techniques. Alors, bien sûr, je crois que ça a été évoqué dans les précédentes tables rondes. On peut essayer de ramener ces enjeux techniques dans le débat public, mais malgré tout, ce sont des paramètres sur lesquels les citoyens lambda n'auront probablement jamais la main. Alors que la définition de nos besoins à l'échelle collective et des limites qu'on se donne à l'échelle collective, elle peut directement passer par le débat public et le débat parlementaire, alors c'est peut-être pas le bon contexte, mais bref, pour être mise en œuvre. Voilà. Enfin, la comptabilité, c'est une norme, et la norme, elle n'est pas démocratique. Elle est pilotée directement par les acteurs concernés, mais sans que ce soit mis sur la place publique. Excellente conclusion pour cette table ronde. Merci beaucoup, Flore. Merci, Vincent. Merci, Louis. Merci. Merci à tous. Tant pis, j'avais un petit mot à dire. Ah, je n'ai pas vu, on te voyait à peine, pardon. Bon, c'est pas grave. Vas-y, j'en prie. On est parti, c'est ça? Non. Moi, non, je voulais juste insister sur le fait que dire que tout est complexe, tout est inaccessible et que ça va rester très compliqué de concilier l'urgence à la disponibilité des méthodes et des leviers. Je trouve que c'est justement faire le jeu du système que de considérer que la complexité nous empêche. Donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, je veux dire, tous les sujets et les experts de la comptabilité, il y a eu une série d'interventions formidables sur la genèse même de la comptabilité. C'était dans mon état fait que j'oublie, c'était dans ce rue de Poissy. Comment s'appelle Au Bernardin. Voilà, au Bernardin, il y a eu une série de conférences exceptionnelles qui nous rappelaient ce que ça signifiait que d'avoir mis en place des normes comptables. Et c'était pas simple, il fallait construire une réalité qui s'échappait sans cesse. Et quand on travaille en entreprise, on voit que chaque agrégation est complexe. Calculer le taux de fréquence et le taux de gravité des accidents du travail, comprendre l'absentéisme, trouver la tonne équivalente carbone, c'est sans cesse une construction. Et il ne faut pas que la complexité des constructions favorables à la nature nous empêche de proposer des actions et des solutions. Et il y a plein d'acteurs qui y contribuent. Ce qui est fait dans des nouvelles manières de positionner les entreprises, moi j'apprécie beaucoup ce que vous avez fait et ça a beaucoup perturbé les entreprises et c'est bien. Il faut faire des guides, il faut faire des publications, il faut faire des échanges et ne pas se laisser arrêter par la complexité, vraiment. Parce que sinon, c'est l'ancienne complexité qui perdurera. Donc, nous, on a par exemple publié l'an dernier avec le C3D LORS un guide qui s'appelle la comptabilité intégrée, un outil de transformation de l'entreprise à la portée de tous. Voilà. Donc, on n'est pas naïf, mais c'est important aussi de pousser l'appropriation de nouveaux points de vue. Et vraiment, il faut entendre aujourd'hui une demande de la part des acteurs économiques à l'échelle internationale pour une réglementation ambitieuse, pour des règles du jeu précises et ambitieuses. Et le roi est nu, puisqu'on parle de plus en plus des montants des subventions préjudiciables à l'environnement. Donc, on a des chiffres, l'UNEP donne des chiffres. Donc voilà, toutes les conditions sont réunies pour qu'on y arrive. Et pas
Merci beaucoup, Sylvie, et merci à tous les participants à cette table ronde.